Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire de Matrix Revolutions s'ouvre sur une atmosphère de mystère et de tension. Neo, l'élu, se retrouve prisonnier dans un lieu hors du commun, la station de métro liminale appelée Mobile Ave. Cet espace, à la fois familier et dérangeant, est un no man's land numérique, coincé entre la matrice et le monde réel. Les néons blafards, le silence pesant et l'absence totale de vie humaine accentuent la sensation d'isolement. Mobile Ave n'est pas qu'un simple décor. C'est une métaphore de l'entre-deux, un purgatoire où l'esprit de Neo est retenu captif, incapable de rejoindre ni la réalité, ni la simulation. Ce lieu est contrôlé par le Trainman, un personnage énigmatique et imprévisible, serviteur loyal du mérovingien, qui impose ses propres règles et refuse toute négociation. Pendant que Neo erre dans cet espace liminal, son corps physique demeure inerte à bord du vaisseau Hammer. Relié à des machines de survie, il est plongé dans un coma profond, surveillé avec inquiétude par ses alliés. Mais la menace ne vient pas seulement de l'extérieur. Bane, l'un des membres de l'équipage, partage la cabine avec lui. Ce dernier est en réalité sous l'emprise de l'agent Smith, qui a réussi à infecter un humain et à s'introduire dans le monde réel. Cette infiltration marque une rupture majeure dans la saga, car elle brouille la frontière entre la matrice et la réalité, faisant planer un danger constant et insidieux sur Neo et ses compagnons. Face à la disparition inexpliquée de Neo, Trinity et Morpheus sont submergés par l'angoisse et l'incertitude. Leur quête de réponse les conduit vers l'oracle, figure maternelle et mystérieuse, incarnation de la sagesse et de la prévoyance. L'oracle, bien que consciente de l'imminence d'un bouleversement, reste énigmatique dans ses propos. Elle leur révèle que seul le mérovingien, puissant trafiquant d'informations et maître des interstices de la matrice, détient la clé de la libération de Neo. Cette révélation souligne l'importance des choix et des alliances dans un univers où chaque action a des conséquences imprévisibles. S'ensuit une confrontation haletante dans l'antre du mérovingien, un lieu de décadence, de pouvoir et de manipulation. Les décors luxueux, les jeux d'ombre et de lumière traduisent de la corruption et la duplicité du personnage. Trinity, animée par un amour inébranlable pour Neo, n'hésite pas à défier le mérovingien et ses sbires. Sa détermination, sa capacité à prendre des risques extrêmes et sa volonté de tout sacrifier pour sauver l'homme qu'elle aime illustrent la force des sentiments humains face à la froideur des programmes. Cette scène met en lumière la dualité entre l'émotion et la logique, thème central de la trilogie. Grâce à l'audace de Trinity, Neo est enfin libéré de Mobile Ave. Mais cette expérience l'a profondément marqué. Durant sa captivité, il a eu une vision saisissante de sa connexion intime avec les machines. Il perçoit désormais la réalité sous un angle nouveau, capable de voir au-delà des apparences, de ressentir la présence des machines même dans le monde réel. Cette transformation annonce une évolution majeure de son rôle. Il n'est plus seulement l'élu de la matrice, mais un pont entre deux mondes antagonistes. Conscient de l'ampleur de sa mission, Neo comprend que son destin ne se limite pas à la matrice. Pour sauver l'humanité, il doit se rendre à la cité des machines, Zero One, cœur du pouvoir mécanique. Ce choix, lourd de conséquences, symbolise l'acceptation de sa dualité et la nécessité de dépasser la simple opposition entre humains et machines. Neo s'engage alors dans un voyage initiatique, prêt à affronter son ultime épreuve. Pendant ce temps, la ville souterraine de Sion se prépare à l'assaut final. Les habitants, derniers survivants libres de l'humanité, s'organisent dans une atmosphère de tension extrême. Les couloirs résonnent des préparatifs militaires, des adieux déchirants et de la peur palpable de l'anéantissement. Chacun prend conscience que la survie de l'espèce humaine se joue dans les prochaines heures, face à une armée de sentinelles implacables. Le siège de Sion se transforme en une bataille apocalyptique. Les machines déferlent par milliers, perçant les défenses humaines avec une efficacité terrifiante. Les combats sont d'une intensité rare, mêlant espoir désespéré et héroïsme tragique. Chaque instant compte, chaque sacrifice pèse lourd, et l'issue semble de plus en plus incertaine à mesure que les défenses humaines s'effondrent. Parallèlement, dans la matrice, l'agent Smith a franchi un point de non-retour. De simples programmes de contrôle, il est devenu un virus incontrôlable, se répliquant à l'infini et absorbant tout sur son passage. Sa capacité à assimiler d'autres programmes, y compris l'oracle, lui confère un pouvoir quasi divin, mais aussi une folie destructrice. Smith incarne désormais la négation absolue du libre arbitre et de l'individualité,
menaçant d'effacer toute trace d'humanité dans la matrice. La menace que représente Smith ne se limite plus à la matrice. Sa corruption, si elle n'est pas stoppée, pourrait s'étendre au monde réel, provoquant l'effondrement total des deux univers. Les machines elles-mêmes prennent conscience du danger, réalisant que leur propre existence est en jeu face à ce fléau incontrôlable. La matrice vacille, menacée d'effondrement. Les frontières entre virtuel et réel deviennent de plus en plus poreuses, plongeant tous les protagonistes dans une incertitude vertigineuse. Les lois qui régissaient autrefois ces mondes semblent s'effriter, ouvrant la voie à l'inconnu. Smith n'est plus un simple agent du système, mais une force nihiliste, animée par le désir d'anéantir toute forme d'existence, humaine ou machine. Il incarne le chaos absolu, la destruction sans but, et remet en question la notion même de sens et d'ordre dans l'univers de la matrice. Face à cette menace inédite, humains et machines comprennent qu'ils n'ont d'autre choix que de s'unir. Une alliance fragile, dictée par la nécessité, se dessine. Les anciens ennemis doivent dépasser leurs différends pour affronter un péril commun, redéfinissant ainsi la notion d'adversité et de coopération. Le sort du monde repose désormais sur une décision sans précédent. Ce choix, fruit d'une alliance improbable, pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité et des machines, sceller le destin de tous et ouvrir la voie à une nouvelle ère où la frontière entre l'homme et la machine n'est plus une barrière, mais un pont vers l'inconnu. Avant de plonger plus loin dans l'analyse, si ce résumé vous a captivé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Et si vous souhaitez simplement soutenir la chaîne sans forcément écrire un long message, tapez juste « savoir » en commentaire. C'est simple, mais ça fait toute la différence. Merci à vous, et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans Révolution, la saga bascule définitivement vers le film de guerre, où chaque rue devient un champ de bataille, et chaque décision peut sceller le sort de l'humanité. La survie collective supplante désormais la quête de liberté individuelle. Les habitants de Sion, par exemple, se réfugient dans les abris, illustrant la peur et la solidarité face à l'invasion des machines. Neo, autrefois figure messianique, refuse la violence aveugle. Il devient un médiateur, cherchant une issue qui dépasse la simple opposition. Sa rencontre avec Deus Ex Machina, l'intelligence centrale des machines, en est la preuve. Il propose une alliance contre Smith, montrant que la réconciliation est possible. L'agent Smith, quant à lui, incarne la menace absolue. Il ne veut ni dominer, ni libérer, mais anéantir toute existence. Sa capacité à infecter aussi bien les humains que les machines force ces deux camps à s'unir, bouleversant les anciens schémas d'ennemis héréditaires. L'enjeu n'est plus la victoire d'un camp, mais la possibilité de coexister. La trêve finale, scellée par l'accord entre Neo et les machines, marque une rupture radicale avec la logique de guerre totale. L'amour de Trinity pour Neo devient le moteur de ses choix. Lorsqu'elle pilote le vaisseau jusqu'à la cité des machines, elle sacrifie sa vie pour permettre à Neo d'accomplir sa mission, illustrant la force du lien humain face à l'adversité. Le film met en avant la puissance de l'émotion humaine. La douleur de la perte, la peur de l'extinction, mais aussi l'espoir et la compassion deviennent des leviers d'action. Par exemple, la détresse de Niobe et Morpheus face à la destruction de Sion révèle la profondeur de leur engagement. La survie physique ne suffit pas. Il faut préserver l'amour, le sacrifice et l'espoir. Après la bataille, les survivants se soutiennent, montrant que l'humanité se reconstruit aussi par le lien social et la mémoire des disparus. Enfin, l'humanité se définit par sa capacité à transcender la logique froide des machines. Neo, en acceptant de se sacrifier, prouve que la compassion et le choix libre sont les véritables ruptures, capables de changer le destin du monde. Dans Matrix Revolutions, la guerre homme-machine atteint son paroxysme, illustrant la lutte éternelle entre la création et son créateur, un écho direct au mythe de Prométhée et à la philosophie de Nietzsche sur la volonté de puissance. Pourtant, le film refuse la résolution par la force brute, préférant la négociation et la compréhension mutuelle, à l'image des philosophies pacifistes de Gandhi ou de Martin Luther King. La paix qui émerge n'est pas une victoire éclatante, mais le fruit d'un besoin partagé de survie, rappelant la théorie du contrat social de Rousseau et la notion d'interdépendance chère au bouddhisme. Neo, en exerçant son libre arbitre, choisit le sacrifice, incarnant le concept existentialiste de Sartre, selon lequel l'homme est condamné à être libre.
et offrant ainsi à tous la possibilité du choix. Le film brouille la frontière entre humain et machine, questionnant la nature de la conscience et de l'émotion, à la manière des réflexions de Descartes sur le cogito ou des débats contemporains sur l'intelligence artificielle. Satie, programme né de l'amour, symbolise l'évolution des machines vers l'humanité, évoquant le Pinocchio de Collodi ou les questionnements de Philippe K. Dick sur ce qui fait de nous des humains. L'affrontement entre Neo et Smith incarne la dualité, deux faces d'une même pièce, rappelant le yin et le yang, la dialectique hégélienne du maître et de l'esclave et la lutte intérieure de l'ombre jungienne. La victoire ne réside pas dans l'anéantissement de l'autre, mais dans l'acceptation de l'ombre, une réconciliation intérieure qui ouvre la voie à la transformation. Le lever de soleil final symbolise un nouvel équilibre, fragile mais porteur d'espoir, à l'image du mythe du phénix et de la renaissance perpétuelle, invitant à croire en la possibilité d'un monde réinventé. Commençons par Neo, dont l'évolution atteint son apogée dans Revolution. Dès le début, il est confronté à un dilemme existentiel, sauver l'humanité ou préserver son amour pour Trinity. Guidé par la sagesse de l'oracle, il comprend que son rôle d'élu n'est pas celui d'un simple messie, mais d'un homme prêt à se sacrifier. Lorsqu'il déclare à Trinity « Tout ce qui a un commencement a une fin », il accepte son destin avec humilité et courage, incarnant l'espoir dans un monde fracturé. Sa cécité, survenue lors de son affrontement avec Ban, marque une transformation profonde. Privé de la vue, Neo développe une perception intérieure, voyant la matrice et les machines sous forme d'énergie dorée. Cette nouvelle vision lui permet de saisir l'essence des machines, illustrée lorsqu'il guide Trinity à travers la cité des machines, affirmant « Je vois la lumière ». Son voyage vers Zero One est un véritable pèlerinage. Face à Deus Ex Machina, il propose la paix en échange de sa propre vie. Sa mort, bras en croix, rappelle le sacrifice christique. Si tu veux la paix, tu dois me laisser faire. Ce choix marque la fin d'un cycle et l'espoir d'un renouveau pour la matrice et l'humanité. Trinity, quant à elle, incarne la foi et la force. Son dilemme est de soutenir Neo tout en affrontant ses propres peurs. Lorsqu'elle dit « Je ne crains plus la mort car j'ai connu l'amour », elle prouve que l'amour transcende la peur. Elle partage les doutes et les espoirs de Neo, devenant le cœur émotionnel du récit. Trinity affronte le mérovingien pour sauver Neo, puis pilote l'aéronef jusqu'à la cité des machines. Sa mort, poignante, survient après avoir accompli sa mission. Dans ses derniers mots, elle confie à Neo « Tu m'as montré ce qu'est l'amour ». Sa détermination et son courage inspirent tous ceux qui l'entourent. L'amour de Trinity pour Neo rend la paix possible. Leur lien profond ouvre la voie à la réconciliation, illustrant que l'humanité réside dans la capacité à aimer et à pardonner. Morpheus traverse une crise de foi après la mort de l'oracle et la perte de ses certitudes. Son dilemme, continuer à croire en Neo ou céder au désespoir. Il reste fidèle à Neo, assistant à la trêve et retrouvant une nouvelle foi. Lorsqu'il murmure « Je crois en lui », il redevient un guide pour les siens. Morpheus comprend que Neo n'est pas le destructeur, mais le sauveur de la matrice. Cette révélation lui permet de dépasser ses doutes et d'accepter un avenir incertain, mais porteur d'espoir. Smith, quant à lui, devient une entité nihiliste. Son dilemme, donner un sens à son existence ou tout anéantir. Il rejette l'idée même d'espoir, déclarant à Neo « Pourquoi persistes-tu » Il cherche à imposer sa vision destructrice sur la matrice. Smith ne comprend pas le sacrifice de Neo, révélant son incapacité à saisir l'essence humaine. Son obsession pour la victoire l'aveugle, le condamnant à l'échec face à la compassion et à l'altruisme. Smith est le miroir sombre de Neo, une force sans but. Il représente ce que Neo aurait pu devenir sans amour ni espoir, un être perdu dans sa propre haine. Tous les personnages principaux évoluent vers la compréhension, la foi et l'acceptation de l'autre. Chacun, à sa manière, affronte ses dilemmes, fait des choix décisifs et se transforme, illustrant la complexité du monde de la matrice. Leur transformation, marquée par des choix et des sacrifices, scelle la possibilité d'une paix durable. La matrice et l'humanité peuvent ainsi recommencer sur de nouvelles bases, guidées par la tolérance, l'amour et l'espoir. Mobilave, anagramme de Limbo, est bien plus qu'un simple décor. La mise en scène y exploite l'espace vide, les lumières froides et l'absence de repères
pour plonger le spectateur dans un état d'incertitude. Ce lieu suspendu entre réalité et illusion, où les règles habituelles disparaissent, symbolise l'entre-deux-mondes. Les personnages y sont confrontés à leurs doutes les plus profonds, et la réalisation accentue leur isolement par des plans larges et des silences pesants, reflétant leur état intérieur. La station, baignée d'une lumière diffuse et irréelle, incarne l'enjeu de la survie de toutes les consciences, humaines comme artificielles. Le choix de filmer la foule en mouvement et la ville floue renforce l'idée d'un équilibre fragile entre deux mondes en conflit et place le spectateur dans une position d'observateur impuissant face à l'ampleur du dilemme. La famille de programme, et surtout Satie, est mise en scène avec douceur et chaleur, contrastant avec l'environnement froid. Les choix de réalisation, plans rapprochés, regards échangés, humanisent ces entités artificielles. Satie, par sa candeur et son innocence, devient le symbole visuel et émotionnel de l'espoir d'une coexistence pacifique, bouleversant la perception du spectateur sur la frontière entre humain et machine. Le siège de Sion est filmé avec une intensité brute. Caméra tremblante, plans serrés sur les visages, explosion omniprésente. Cette séquence de guerre totale met en lumière la fragilité humaine face à la puissance mécanique. Et la mise en scène accentue le chaos et la tension. Le spectateur ressent la peur, le courage et la solidarité des défenseurs, immergés dans l'urgence de la survie. Les exosquelettes APU, filmés en contre-plongée et dans des mouvements rapides, symbolisent l'improvisation et le courage. La réalisation insiste sur la vulnérabilité des pilotes, exposés malgré la technologie, et sur leur détermination à protéger leur foyer. L'impact émotionnel est renforcé par la tension constante et la proximité du danger. Le voyage de Neo et Trinity vers Zero One est traité comme un pèlerinage visuel. Les paysages apocalyptiques, filmés en plan large et saturés de couleurs sombres, symbolisent leur quête de sens et de rédemption. La mise en scène, alternante entre l'intimité du cockpit et l'immensité du ciel, traduit la volonté des personnages de dépasser leurs propres limites, tout en invitant le spectateur à partager leur vertige. Ce périple culmine avec la vision du vrai soleil, filmé en contre-jour et en plan lent, qui inonde l'écran d'une lumière nouvelle. Ce choix de réalisation fait du soleil un symbole d'espoir et de renouveau, offrant au spectateur une respiration après la noirceur et la promesse d'un monde meilleur au-delà de la guerre. La mort de Trinity, filmée dans une lumière tamisée et des plans rapprochés sur les mains qui se séparent, précède le sacrifice de Neo. La mise en scène ralentit le temps, accentuant l'émotion et la gravité du moment. Cette séparation bouleverse le spectateur, soulignant le prix à payer pour la paix et la force de leur engagement. Le combat final sous la pluie est chorégraphié comme une danse tragique. Les ralentis, la pluie battante et les éclairs accentuent la dimension symbolique. Il ne s'agit plus d'un simple affrontement physique, mais d'une lutte entre deux visions du monde. Chaque coup, chaque regard résonne comme un choix existentiel, plongeant le spectateur dans une tension extrême. Neo se laisse assimiler par Smith, et la réalisation joue sur les effets numériques pour traduire la fusion des identités. Ce geste d'abandon total, mis en scène par la dissolution des corps et des codes, transforme la défaite apparente en victoire décisive. L'impact émotionnel est fort. Le spectateur assiste à un sacrifice ultime, porteur de sens. La victoire s'accomplit par l'abnégation, non la domination. La mise en scène s'apaise, la lumière devient plus douce et la foule retrouve la paix. Ce choix visuel montre que la paix véritable naît du sacrifice et de la compréhension mutuelle, touchant profondément le spectateur. Enfin, la prophétie s'accomplit de façon inattendue. Les plans sur la ville reconstruite et les enfants jouant traduisent de l'avènement d'une nouvelle ère. L'espoir, la tolérance et la possibilité d'un avenir commun deviennent réalité, offrant au spectateur une conclusion émouvante et porteuse de sens. Révolution puise profondément dans la mythologie chrétienne et orientale, mais aussi dans la pensée philosophique occidentale et asiatique. Neo, figure christique, incarne le sacrifice et la rédemption, concept analysé par Søren Kierkegaard et Paul Tillich. Sa mort pour la paix évoque la résurrection, mais aussi l'idée existentialiste du choix et de l'engagement. Le karma et l'équilibre, issus du bouddhisme et du taoïsme, sont centraux dans la résolution du conflit. Lao Tse et Bouddha enseignent que l'harmonie naît de l'acceptation du cycle de la vie et de la mort, ce que Neo réalise en acceptant son destin. Satie symbolise la renaissance et l'harmonie possible, illustrant la notion hindoue de cycle et de renouveau, chère à Mircea Eliade.
Le film s'inspire aussi de la pop culture. Le siège de Sion rappelle la bataille de Hoth dans Star Wars, tandis que le voyage de Neo évoque le parcours du héros décrit par Joseph Campbell dans « Le héros aux 1001 visages ». Les Wachowski subvertissent les codes du récit héroïque. Ici, le héros triomphe par le sacrifice, non par la destruction, rejoignant la pensée de Nietzsche sur l'éternel retour et la nécessité de dépasser la simple opposition bien-mal. L'influence de l'anime et du jeu vidéo est omniprésente. Des combats façon Dragon Ball Z aux mechas inspirés d'Evangelion, illustrant la fusion entre philosophie, spiritualité et culture populaire. Ainsi, Révolution crée un style hybride où chaque référence philosophique et culturelle enrichit l'intrigue, donnant au film une portée universelle et une réflexion profonde sur la liberté, le destin et l'humanité. Les Wachowski choisissent une mise en scène immersive, utilisant des plans larges pour montrer l'ampleur du siège de Sion et des caméras portées pour renforcer l'urgence et l'immersion au cœur de l'action. L'esthétique sombre et métallique, accentuée par des éclairages froids et des décors industriels, évoque une atmosphère apocalyptique et oppressante. Les effets spéciaux combinent CGI avancé, maquettes miniatures et effets pratiques. Les séquences de combat utilisent la motion capture pour fluidifier les mouvements, tandis que les explosions mêlent effets numériques et pyrotechnie réelle. Le combat final et le siège de Sion sont chorégraphiés avec précision, alternant ralenti et accélération pour accentuer la tension et l'impact visuel. La musique de Don Davis, enregistrée avec un orchestre symphonique, utilise des motifs répétitifs et des percussions puissantes pour souligner l'intensité dramatique. Le morceau Navras fusionne chœur et orchestre, superposant voix humaines et instruments pour créer une dimension spirituelle et épique au combat. Le design sonore exploite la spatialisation, les basses fréquences et les silences pour différencier chaque ambiance, rendant palpable la tension ou le chaos selon les scènes. L'ensemble de ces techniques crée une expérience sensorielle totale, immergeant le spectateur dans l'intensité et la confusion du monde de Matrix. Révolution, tournée avec Reloaded, a subi une pression énorme et une sortie rapprochée. L'accueil initial fut polarisé. Ton sombre, guerre numérique, fin non conventionnelle ont dérouté. Avec le temps, le film est réévalué pour son audace narrative et thématique. Il déconstruit le mythe du héros hollywoodien, privilégiant le sacrifice et la paix ambiguë. Un changement marquant dans Révolution concerne l'Oracle. Gloria Foster, l'actrice originale, incarnait ce personnage mystérieux et central dans les 2 premiers volets. Malheureusement, elle est décédée en 2001, alors que le tournage de Révolution n'était pas terminé. Ce décès soudain a bouleversé la production. Les Wachowski et l'équipe ont dû trouver rapidement une solution pour préserver la cohérence du récit tout en respectant l'héritage de Gloria Foster. Après de nombreuses discussions, le choix s'est porté sur Mary Alice, une actrice reconnue pour sa sensibilité et sa profondeur, afin de reprendre le rôle. L'arrivée de Mary Alice a nécessité des ajustements sur le plateau, adaptation du maquillage, du jeu d'acteur et de la dynamique avec les autres personnages. L'équipe a travaillé main dans la main pour que la transition soit la plus fluide possible, tout en rendant hommage à Gloria Foster. Pour intégrer ce changement à l'intrigue, les scénaristes ont choisi de l'expliquer directement dans le scénario. L'Oracle, face à Neo, évoque sa nouvelle apparence comme une conséquence de ses choix et des événements récents, ajoutant ainsi une dimension métaphysique et symbolique à la transition. Le public et la critique ont salué l'hommage à Gloria Foster, mais certains ont ressenti une rupture émotionnelle. D'autres ont apprécié la façon dont le film a transformé une contrainte de production en opportunité narrative, approfondissant le mystère de l'Oracle. Son influence sur le blockbuster numérique et la réflexion philosophique est désormais reconnue. Les Wachowski ont imposé une fin révolutionnaire, prouvant qu'une autre voie était possible à Hollywood. Révolution conclut la trilogie sur un murmure d'espoir, marquant la culture populaire. Les anecdotes de tournage révèlent des défis techniques et des moments de camaraderie entre les acteurs. La réception critique a varié, certains louant l'innovation, d'autres critiquant la complexité. L'influence durable de Révolution se voit dans la culture populaire, des conventions aux produits dérivés. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.